Le 8 mai 1945, un peu partout en France, c'est la liesse. À Paris, une foule compacte envahit les Champs-Élysées pour célébrer la victoire des Alliés et la capitulation de l'Allemagne. De l'autre côté de la Méditerranée, dans l'Empire français d'Afrique du Nord, le même enthousiasme, la même joie paraissent s'exprimer en Tunisie, au Maroc et en Algérie. Avec d'autant plus d'élan que des soldats issus du Maghreb ont pris une part active en très grand nombre à la défaite des puissances de l'Axe. Mais dans le même temps, en ce jour de célébration, les nationalistes algériens appellent dans la rue à la libération de leur leader, Messali Hadj, qui vient d'être déporté au Congo par les autorités françaises. À Sétif éclatent de sanglantes émeutes. Pendant 2 mois, l'est de l'Algérie est le théâtre d'un déchaînement de passions meurtrières. L'armée intervient, souvent férocement. On relève des milliers de morts parmi les musulmans, une centaine parmi les Européens. Cette violence extrême ébranle le Maghreb français tout entier. En France métropolitaine, le bonheur de la fin de la guerre occulte largement ce drame. Comment comprendre ce brutal contraste? Comment en est-on arrivé là? Au début des années 1930, vue depuis la métropole, la puissance coloniale de la France en Afrique du Nord paraît solide. L'exposition coloniale organisée à Paris en 1931 et présidée par le maréchal Lyautey, qui fut un prestigieux résident général à Rabat, présente au public l'Algérie, le Maroc et la Tunisie en 3 pavillons fort visités. L'exposition coloniale, c'est un peu l'exaltation de l'œuvre française en Afrique du Nord, et notamment au Maroc, qui était considéré un peu comme le joyau de l'empire colonial français, à l'image un peu des Indes pour la couronne britannique. L'Algérie est une colonie de peuplement, avec un statut départemental. 900 000 de ceux qu'on appelle les Européens, compte tenu de la diversité de leur origine, y côtoient 7 millions de musulmans. Depuis la conquête des années 1830, les colons ont puissamment valorisé l'agriculture sous toutes ses formes. Certains exploitent de vastes propriétés, d'autres sont installés sur des domaines plus modestes. Tous plient au service de leur prospérité le travail des populations autochtones qui ont été souvent dépossédées de leurs terres. Dans les villes aussi, l'inégalité est flagrante selon un mélange d'intimité et de hiérarchie ostensible. Les musulmans sont définis comme des sujets français qui ne bénéficient pas des droits et des libertés garantis aux citoyens par la Constitution. Seule une petite minorité est représentée dans la gestion des collectivités locales. Tunisie et Maroc sont des protectorats où se maintient la demi-fiction d'un pouvoir autochtone, avec le Bey en Tunisie, où vivent seulement 200 000 Européens sur 2,5 millions d'habitants, et avec le sultan au Maroc, où 400 000 Européens côtoient 6 millions de musulmans. Dans les 3 pays, il s'agit de sociétés dominées où se pratique une vieille politique, divisée pour régner. Il y a un mouvement nationaliste
qui débute en 1930 précisément. Et l'élément déclencheur, c'est la promulgation d'un décret qu'on appelle le Daïr berbère, donc décret royal, soustrayant les populations berbérophones aux droits canoniques musulmans. Et donc, il y a eu toutes sortes de protestations contre ce qui a été perçu comme la volonté de diviser les Marocains. Certaines autorités catholiques rêvent même de convertir les Kabyles en Algérie et les Berbères au Maroc, au motif que les Arabes conquérants les auraient jadis islamisés par la force. L'éclat du congrès eucharistique de Carthage en 1930 est voué à heurter les sensibilités indigènes. C'était une rencontre entre catholiques et ça a été très mal vécu par la jeunesse, notamment de l'université de la Zitouna. Et ça a donné lieu aussi à une occasion de regain de nationalisme contre la présence ostentatoire de catholiques qui défilaient dans les rues de Tunis et notamment à Carthage. Même s'il y a une distinction claire en France à l'époque entre le monde politique et le monde religieux, dans le monde colonial, cette distinction n'était pas si claire, ou bien cette laïcité n'était pas si claire dans le monde colonial. Pour les Tunisiens musulmans, il assimilait un peu présence coloniale et présence catholique chrétienne. Dans un tel climat, le nationalisme protestataire s'affirme et se répand. Quelques leaders en émergence commencent d'inquiéter les autorités. En Tunisie, Habib Bourguiba, un jeune avocat formé à l'université française, a fondé avec d'autres en 1934 le parti du Néo-Destour, fer de lance du combat pour l'indépendance. Il est emprisonné depuis 1938. Ce sont les jeunes qui ont été formés sur les bancs des écoles mises en place par le protectorat et dispensant un enseignement de type moderne, avec à la clé enseignement d'histoire de France et au passage de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Et pour ce qui est de cette devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, la résidence générale interdisait l'affichage de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens dans les lieux publics, notamment dans les lycées, sous prétexte que les dispositions de cette déclaration étaient en contradiction avec les us et coutumes du pays, avec les prérogatives du sultan. Tout ce qui pouvait être pris comme méthode, comme outil qui arrivait en Tunisie dans le cadre du système colonial, à commencer par l'école, à commencer par les idées, le syndicalisme, les partis politiques, tous ces outils-là pouvaient être adoptés pour soi, pour être retournés contre l'occupant. En Algérie, un leader majeur est Messali Hadj. Proche d'abord du Parti communiste, il a animé l'Étoile nord-africaine, fondée en métropole afin de porter le combat pour l'indépendance. Il est plusieurs fois emprisonné. Messali Hadj va travailler en France, va partir très jeune en immigration. Il va intégrer donc des syndicats de gauche et chez lui naîtront des idées d'indépendance. Ce n'est pas forcément un homme très cultivé, en revanche c'est un grand orateur. Et donc il va avoir cette capacité de fédérer les masses. Donc, il intégrera l'Étoile nord-africaine, qui regroupe donc des idéalistes indépendantistes du Maroc, d'Algérie et de Tunisie. Il en sera le secrétaire général par la suite, et puis le leader. Dès 1927, Messali Hadj a insisté sur la solidarité des peuples du Maghreb. L'indépendance de l'un de ces trois pays n'a de chance d'aboutir, écrit-il, que dans la mesure où le mouvement libérateur de ce pays sera soutenu par les deux autres. Le Front populaire fait naître quelques espérances parmi les élites indigènes, notamment chez un homme de talent, Ferhat Abbas, pharmacien à Sétif, qui nourrit le rêve d'une assimilation progressive et qui se révèle comme un autre leader algérien important. Avec quelques notables, il soutient la réforme préparée par Maurice Violette, ancien gouverneur général de l'Algérie, qui prévoit notamment l'accès au droit de vote pour quelques 30 000 indigènes triés sur le volet.
Mais dès que ce projet est connu, il provoque l'indignation des Européens d'Algérie, si vive et si efficace qu'il est bientôt enterré. Ferhat Abbas prophétise, faute de réformes immédiates et substantielles, ce n'est pas le projet Bloom-Violette que nous enterrerons, c'est l'œuvre tout entière de la France qui sombrera. Le programme du Front populaire ne prévoyait que des enquêtes sur la colonisation. Il ne prévoyait rien au niveau de la question qui était la plus importante pour les nationalistes de l'époque, c'était l'indépendance. L'indépendance ou bien un meilleur statut de la colonie. Ils estimaient que du fait de l'arrivée de socialistes au pouvoir en France, la situation allait complètement changer, avec une amélioration, etc., etc. Mais ça a été tout à fait le contraire. La répression que le mouvement nationaliste a subie entre 1936 et 1937 a été quelque chose de terrible. Et il y a eu des événements sanglants, notamment à Meknès, et la résidence en a profité pour décapiter le mouvement nationaliste. L'étoile nord-africaine, le mouvement de Messali Hadj, est dissous en janvier 1937. À Paris, la montée des périls et la guerre qui vient obsèdent désormais les gouvernements et les détournent de toute réforme coloniale. Ils se préoccupent surtout des ambitions extérieures dirigées vers le Maghreb. L'Italie de Mussolini regarde la Tunisie avec concupiscence. L'Allemagne de Hitler et l'Espagne de Franco aimeraient fort disputer le Maroc à la France. Devant cette menace, on se souvient, en France, en honorant parfois les anciens combattants, de la contribution précieuse de l'Afrique du Nord durant la Grande Guerre. Contribution qui avait été suivie symboliquement par la construction dans les années 20 de la Grande Mosquée à Paris. On peut s'attendre à une participation à la défense du pays semblablement consentie au moment où s'annonce le deuxième conflit mondial. En Algérie, les sujets musulmans sont soumis à la conscription comme de vrais citoyens lorsque survient la guerre. Avec le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, de nouveau, la conscription refonctionne de plein droit. Alors, en Algérie, il y a les deux systèmes qui fonctionnaient en parallèle, la conscription et l'engagement volontaire. Je pense que c'est important de souligner, lorsqu'il s'agit de guerre, que le terme de volontaire, il faut lui mettre des guillemets. Les recrutements, même dits volontaires, ne deviennent plus réellement volontaires parce qu'ils sont obtenus au terme de pression sur les chefs de tribu, sur les administrateurs, les caïds, etc. L'Algérie a fourni pour cette guerre, à grosso modo, entre 150 000 et 200 000 combattants. Quand la mobilisation est proclamée, Messali Hadj écrit dans le journal El Oumma « L'Afrique du Nord n'est rattachée à la France par aucun sentiment, si ce n'est par la haine que 100 ans de colonisation ont créée dans nos cœurs. Notre patrie est le Maghreb. Si vouloir vivre en homme libre, c'est être anti-français, alors nous le sommes et nous le serons toujours. » Messali Hadj, il a été arrêté à la veille de la Deuxième Guerre mondiale parce que justement ses consignes étaient l'insoumission et le refus de partir pour la guerre que pour Messali Hadj ne le concernait pas. Parce que pour Messali Hadj, déjà la France n'avait pas tenu ses promesses par rapport à la guerre 14-18, qui normalement au lendemain de la guerre, le statut des musulmans devait être amélioré vu la participation massive et le comportement héroïque des soldats originaires d'Afrique du Nord. Donc, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, les autorités coloniales ont tout simplement arrêté Messali Hadj et ont interdit également son organe de presse, El Oumma. Au contraire, Ferhat Abbas, l'autre leader algérien, qui rêve d'assimilation des élites indigènes, est engagé volontaire et proclame sa loyauté. Si la France, dit-il, cessait d'être puissante, notre idéal de liberté serait à jamais enseveli.
Et c'est très solennellement, en 1938 déjà, que le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef, futur Mohamed V, proclame la solidarité totale du Maroc avec la France, qu'on appelait à l'époque la puissance protectrice ou la nation protectrice. Et il réitère cette solidarité après l'invasion de la Pologne et donc le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. En Tunisie aussi, la mobilisation s'effectue sans trouble. Les leaders du combat pour l'indépendance ne font rien pour s'y opposer. L'Afrique du Nord permet ainsi de constituer 14 divisions regroupant 340 000 hommes, dont plus de 75% de musulmans. Mais voici qu'en juin 1940, la France est balayée par l'armée allemande. « 60 000 Algériens, 18 000 Marocains et 12 000 Tunisiens sont faits prisonniers. Le maréchal Pétain signe l'armistice avec le vainqueur. Les Marocains ne comprenaient pas que Pétain ait accepté l'armistice. C'est la consternation. Depuis Londres, le général de Gaulle, après son appel du 18 juin, propose au général Charles Noguès, commandant en chef des importantes forces militaires restées en Afrique du Nord, de se mettre sous ses ordres s'il consent à continuer la lutte. Mais Noguès se refuse à entrer en dissidence. Il choisit l'obéissance au gouvernement du maréchal Pétain, qui est issu de la débâcle. L'épisode suivant ne se fait pas attendre et il est sinistre. Redoutant que les navires français ne tombent aux mains de l'ennemi, les Anglais coulent la flotte française à Mers-el-Kébir le 3 juillet 1940. Non seulement la défaite contre l'Allemagne affaiblit le prestige de la puissance coloniale, mais les musulmans stupéfaits voient les Français s'entre-déchirer. Ils ne comprenaient pas que d'un côté, il y ait des Français qui, à partir de Londres, appelaient à la résistance, et de l'autre, des Français qui acceptaient l'armistice, exaltaient la figure du maréchal. À court terme, l'Afrique du Nord demeure une pièce importante dans le jeu de Vichy. Hitler a choisi de lui en laisser la maîtrise pour éviter, explique-t-il à Mussolini, que les Français ne rentrent dans la guerre à partir des colonies. En septembre 1940, le général Weygand, généralissime de la débâcle, est nommé délégué général du maréchal en Afrique. Il applique la révolution nationale dans toute sa rigueur. L'Empire affirme sa fidélité à la France. Village Maréchal Pétain. Tel est le nom que se donne aujourd'hui, en présence du gouverneur général Châtel, la commune de Denis-Abran, au fin fond de la Kabylie. Vivant témoignage du profond respect que portent les populations de l'Afrique du Nord au maréchal et de l'amour qu'elles vouent à la mère patrie. La population européenne, la colonie européenne, était très réceptive, maréchaliste dans son écrasante majorité. Et il y a même un certain nombre de villes où il y avait une forte présence européenne, française donc, qui étaient considérées comme des citadelles vichistes, notamment Meknès, située au milieu d'une riche plaine agricole, avec de gros colons, et qui estimait que l'ordre nouveau, le maréchal, ça allait être quelque chose de plus que positif pour eux. Le régime de Vichy s'installe donc dans toute l'Afrique du Nord. La plupart des colons s'accommodent bien de la révolution nationale telle qu'elle est importée. Ils adhèrent volontiers à l'abolition du décret Crémieux qui avait conféré aux Juifs algériens la nationalité française en 1870.
Contrairement peut-être à ce qu'espérait le régime de Vichy, l'abrogation de ce décret ne fut pas applaudie par la population musulmane, bien au contraire. En retirant la nationalité française aux Juifs d'Algérie, cela que n'a fait rapprocher ces derniers des musulmans. Les Juifs se mirent à s'habiller comme les musulmans, à adopter d'une certaine façon leur tradition pour signifier qu'ils sont au fait unis dans l'adversité. Beaucoup étaient cachés aussi, c'est des musulmans au péril de leur vie. Et en quelque sorte, aller dire que les musulmans algériens étaient aussi des justes d'une certaine façon pendant cette période. Les autorités vichistes concentrent dans des camps, en plein arbitraire administratif et dans des conditions souvent inhumaines, nombre d'étrangers, de juifs, de militants du Front populaire, de sympathisants communistes ou de militants nationalistes, fidèles de Messaliadj. En Tunisie, le bey Ahmed II s'efforce de résister aux mesures discriminatoires. Lorsqu'il va voir que leur politique va être orientée contre les Juifs, il exprimait les mêmes sympathies pour dire que les Juifs sont mes enfants comme les musulmans. Dans cette même Tunisie, le parti nationaliste Néo-Destour exige le retour de son chef Habib Bourguiba, qui est retenu en métropole. Nous rappelons, proclame-t-il, que la France a subi la défaite la plus honteuse de son histoire et qu'elle n'est plus en mesure de justifier sa présence dans ce pays. Au Maroc, le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef, qui entretient de bonnes relations avec le général Noguès, sans approuver les mesures de Vichy, choisit pour l'heure l'attentisme. Ce qui me semble intéressant, c'est que le personnage prend de plus en plus d'assurance. Naturellement, le fait que la France se soit effondrée en 1940 en un temps très court, ça a cassé le mythe d'invincibilité de la France. Et donc, l'aspiration à l'indépendance que défendaient les nationalistes, il l'épouse de plus en plus totalement, d'autant plus qu'il y a un autre facteur qui est entré en ligne de compte, c'est que sur place, à partir de 1940-1941, il y a eu présence de ce qu'on appelait les vice-consuls américains qui sont venus au Maroc dans le cadre des accords portant sur le ravitaillement de l'Afrique du Nord en denrées de première nécessité, de manière à éviter que les populations paupérisées et désespérées ne soient réceptives à la propagande allemande et ne basculent du côté des puissances de l'Axe, parce que c'était une période terrible. Il y a eu une vague d'épidémies de typhus et d'invasions acridiennes. Donc c'était le désarroi total pour les populations et le soulagement à partir de 40-41 est venu en partie donc des États-Unis avec ses fournitures, ses cargaisons de tissus, de cotonnade, d'huile, de thé, de sucre, parce que le thé et le sucre, c'était des composantes fondamentales dans l'alimentation des Marocains. Et donc, le sultan se rendait compte que la puissance qui allait peser dans la guerre et au sortir de la guerre, ce n'était pas la France, c'était les États-Unis. En Algérie, Ferhat Abbas demande en vain à Pétain, dans un mémoire respectueux en mars 1941, une série de réformes, mais il n'obtient aucun succès concret. Les autorités vichistes écartent jusqu'à l'ombre de l'idée de répondre à ces revendications. Weygand choisit les 6 délégués musulmans à la nouvelle commission financière, parmi, selon le mot de Ferhat Abbas, des marabouts illettrés, inconscients et fanatiques. Peu à peu grandit le mécontentement des musulmans qui souffrent d'une situation économique détériorée et d'une hausse rapide du coût de la vie. Dès lors, le racisme est vécu plus cruellement que jamais. Il va y avoir cette fameuse émeute à Zeralda suite à la protestation donc, de musulmans et de juifs à une inscription raciste, anti-juif et
anti-musulmans, donc plage interdite aux chiens, aux arabes et aux juifs. Et donc, le mouvement de protestation va être réprimé. Il va y avoir une cinquantaine de prisonniers qui vont être enfermés dans une geôle où il va y avoir 26-27 personnes qui vont mourir étouffées par écrasement, en fait. C'est le début, on allait dire, d'une fissure, en tout cas, entre les deux communautés européennes et musulmanes. Parce que l'événement a été effectivement largement exploité par les différents partis qui prônaient une émancipation de l'Algérie et la séparation, j'allais dire, des deux pays. Un autre drame, 1 an plus tôt, a déjà été le fruit vénéneux d'un racisme affiché. En janvier 1941, une mutinerie de 800 tirailleurs a éclaté à Maison Carrée, dans la banlieue d'Alger. Elle a été réprimée férocement. Ils vont se mutiler parce qu'ils subissent un régime exceptionnel de brimade et ils vont être empêchés de jeûner en temps de ramadan et donc se mutiler et se retourner contre leurs supérieurs, les officiers. Et donc il va y avoir un grand nombre de morts. Dans la plupart des révoltes qui se sont produites au sein des unités indigènes. L'élément constant qui revient, c'est l'égalité avec les Français. Il faut se rappeler des inégalités de traitement, des discriminations qui frappaient ces soldats. Il faut savoir qu'ils n'avaient pas les mêmes soldes, qu'ils n'avaient pas les mêmes indemnités, par exemple, pour charge de famille, qu'ils n'avaient pas les mêmes prérogatives, c'est-à-dire qu'ils étaient interdits de commandement dans certaines situations, ils n'étaient pas promouvables à tous les grades, etc. Donc toutes ces inégalités ont été surtout la toile de fond de ces révoltes. C'est dans ce climat délétère que Messa Liadj est condamné à 16 ans de travaux forcés en mars 1941. Le préfet d'Alger écrit « L'avenir dira si ce jugement n'est pas de nature à auréoler les messalistes d'une gloire nouvelle, en cristallisant du côté de Messa Liadj, dans le parti du peuple algérien, toutes les aigreurs et tous les ressentiments. » Dans le même temps, les puissances de l'Axe accentuent leur propagande anti-française, à la fois en Afrique du Nord et dans les camps où sont détenus les prisonniers maghrébins. La radio en langue arabe de Berlin est virulente. Dieu fera disparaître les tyrans français, les Allemands vengeront les Arabes. La majorité des prisonniers étaient plutôt favorables à l'Allemagne. Pas parce que favorables à l'idéologie nazie, on ne savait pas grand-chose de cela, mais en même temps, c'est l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Donc il y avait un sentiment pro-allemand, puisque c'est la France, depuis 1938, qui a emprisonné ses chefs. Ce courant populaire favorable à l'Allemagne, par espoir que l'Allemagne allait leur donner, en cas de victoire, ce que la France ne leur avait pas donné. Je crois 2 ou 3 grandes figures nationalistes ont estimé qu'il était peut-être possible de jouer la carte allemande. Et l'un de ces chefs nationalistes s'est rendu à Berlin, c'est Ahmed Balafrech, mais tout de suite, il s'est rendu compte qu'on leur distribuait de bonnes paroles, mais que l'Allemagne n'était pas disposée à remettre en cause les dispositions de l'armistice. Donc, il y a eu un phénomène de repli, appelant les populations musulmanes à faire attention à la propagande allemande en disant que c'est des racistes. Maintenant, ils persécutent les Juifs. Mais une fois qu'ils en auront fini avec les Juifs, ils vont se retourner contre les Arabes. D'ailleurs, dans l'un de ses rapports, Noguès dit explicitement « Les nationalistes marocains préfèrent à tout prendre la domination française ou la protection française à la férule allemande ». Les Américains, approuvés par Churchill, décident d'envahir l'Afrique du Nord. L'opération Torche est un tournant de la guerre. Le débarquement a lieu le 8 novembre 1942 à l'aube, simultanément au Maroc, à Port-Lyautey, Fedala et Casablanca, et en Algérie, à Oran et Alger. Au Maroc, un retard malheureux de l'opération empêche la résistance locale d'être un appui efficace.
et il laisse aux troupes vichistes le loisir de défendre Casablanca et Rabat, conformément aux instructions de Pétain. Il faut 3 jours de bataille sur mer et sur terre et plus de 3000 morts pour que les Américains l'emportent. Le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef refuse de se replier avec noblesse dans l'intérieur des terres et il accueille cordialement les soldats des États-Unis. En Tunisie, le nouveau bey, Moncef, qui est monté sur le trône en juin 1942, prône la neutralité. Mais le représentant de Pétain, l'amiral Esteva, choisit d'ouvrir le protectorat aux Allemands et aux Italiens en leur livrant le port de Bizerte et la flotte française qui y mouille. Le premier enjeu est l'Algérie. La résistance, formée de groupes très minoritaires, y neutralise dans un coup de force heureux les autorités vichistes d'Alger, en même temps que l'amiral François Darlan, figure majeure de la collaboration avec l'Allemagne qui, par hasard, s'y trouve de passage. Ainsi est facilité le débarquement des Américains qui l'emportent sans trop de pertes. Le cessez-le-feu est ordonné par Darlan lui-même au soir du 8 novembre. Le jour du débarquement, donc 7-8 novembre 1942, des avions américains lancent sur les villes et les campagnes marocaines, notamment sur Casablanca, un certain nombre de tracts appelant la population à bien accueillir les soldats américains. Et les tracts ne disaient pas soldats américains, ils disaient les moudjahidines américains. Le contenu des tracts a été également lu à la radio à partir de Gibraltar, donc appelant les Marocains à accueillir les moudjahidines américains qui sont venus pour le grand djihad de la liberté et insistant sur le fait que, je cite un passage de ce tract, disant que « nous ne sommes pas comme certains qui vous foulent aux pieds ». Et donc, c'est une critique directe de la domination française. Le débarquement est un tournant décisif extrêmement important. Avec l'arrivée des Américains, on se rend compte du retard de la France. Parce que tout ce matériel avec lequel les Américains débarquent montre la puissance américaine et porte un coup encore plus terrible au prestige français. De son côté, la population musulmane d'Algérie est témoin d'un imbroglio qui ne peut qu'amoindrir encore le prestige de la puissance coloniale. Au centre s'affichent les ambiguïtés de Darlan, qui symbolisent aux yeux de tous les ambivalences de la présence française. L'amiral est d'abord désigné par Pétain comme haut commissaire en Afrique du Nord, mais l'invasion de la zone sud par les Allemands lui fait tourner casaque et passer accord avec les Américains. Ceux-ci voient en lui un expédient provisoire, comme ils disent, et non sans cynisme, il ratifie son pouvoir. Darlan ne se soucie pas pour autant d'abroger les mesures les plus réactionnaires du régime de Vichy. Abbas, désabusé, évolue vers le principe d'indépendance et il définit désormais sans embâche le colonialisme comme une entreprise de domination et d'exploitation dont les élites républicaines françaises, même les plus éclairées, se font en définitive les complices. Les contorsions de Darlan ont une fin. Il est assassiné le 24 décembre à l'initiative d'un groupe de résistants. En Tunisie, la bataille fait rage entre novembre 1942 et mai 1943 contre les troupes allemandes et italiennes dirigées par le général Rommel. Aux côtés des Alliés s'engagent l'armée d'Afrique et les forces françaises libres gaullistes, entre lesquelles l'accord se fait difficilement. Le camp des démocraties l'emporte. 250 000 soldats de l'Axe sont faits prisonniers.
Darlan une fois disparu, les Alliés jouent une autre carte, celle du général Giraud, évadé d'une forteresse allemande et qui est intronisé par les Américains et les Anglais comme haut commissaire, en même temps qu'approuvé par Pétain. Sous le regard des élites musulmanes incrédules, la confusion est extrême. Les mois qui suivent voient le triomphe inexorable de De Gaulle, en dépit du soutien que Washington et Londres apportent à Giraud. Giraud qui s'affiche en communion avec les principes réactionnaires du Vichy. Ces maladresses permettent à De Gaulle de se poser au même niveau que lui, à la tête du Comité français de la libération nationale, puis de le marginaliser et enfin de l'évincer, tandis que les troupes de l'armée d'Afrique passent progressivement sous la bannière de la France libre. La souveraineté française est rétablie sur l'ensemble de l'Afrique du Nord, et cette partie de l'Empire joue son rôle comme tremplin pour la reconquête. Les soldats musulmans d'Afrique du Nord y prennent une part essentielle, puisqu'ils composent 50% des troupes engagées par la France. Ils s'illustrent notamment non sans de lourdes pertes au cours de la campagne de Tunisie, de la campagne d'Italie, du débarquement en Provence, puis en Allemagne même. Le passage des musulmans dans l'armée française a été très important pour les luttes futures. L'armée française a fourni d'une certaine façon les cadres de l'armée de libération nationale issue du FLN. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle, dans les premières années de la guerre d'Algérie, l'armée française avait du mal quand même à venir au bout de la révolte. On sentait que dans certains affrontements, les troupes auxquelles ils faisaient face connaissaient parfaitement le fonctionnement de l'armée française. Les Américains, depuis leur arrivée en Afrique du Nord, jouent volontiers contre la puissance française. Le président Roosevelt déteste De Gaulle, dont l'orgueil patriotique et la farouche détermination à préserver l'indépendance nationale lui sont insupportables. Robert Murphy, envoyé spécial de Roosevelt, encourage discrètement Ferhat Abbas. Les nationalistes citent volontiers la charte de l'Atlantique qui prône la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Au Maroc, Roosevelt choisit de rencontrer seul Mohamed Ben Youssef, signifiant par là qu'il souhaite la fin de la souveraineté française. Pour le prestige du sultan, c'est quelque chose d'absolument considérable que le chef d'une grande puissance, des États-Unis en l'occurrence, lui parle d'égal à égal et lui garantit, l'assure de l'aide américaine pour le Maroc indépendant. Il ne l'a pas encouragé directement à revendiquer l'indépendance, mais en disant que quand le Maroc deviendra indépendant, soyez assurés que nous, Américains, sommes disposés à vous apporter notre collaboration. Ça signifie, allez-y, essayez de revendiquer votre indépendance. Le sultan, cependant, garde ses distances. De Gaulle, dans ses mémoires de guerre, dit lui avoir su gré, citons-le, d'être resté jusque dans les plus mauvais jours, fidèle à ses engagements, de n'avoir pas cédé aux avis de dissidence que lui faisait passer Hitler, ni plus tard aux insidieux conseils de Roosevelt. Et De Gaulle ajoute, parce qu'ensuite le sultan personnifiait l'important concours en combattants et en ressources que le Maroc apportait à notre effort pour la victoire, je le fis compagnon de la libération. Effectivement, le sultan est resté fidèle parce que pour lui, il y avait une épreuve qu'il fallait traverser, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Il était convaincu de la défaite finale du Troisième Reich et c'est en attendant la fin de la guerre qu'il allait reprendre les revendications pour l'indépendance et se poser en symbole des aspirations des Marocains à l'indépendance. Un nouveau parti émerge cependant, l'Istiklal, sous l'autorité d'Al-Fassi, qui publie en janvier 1944 un manifeste intransigeant pour réclamer l'indépendance. Certains istiklaliens sont dans l'entourage du sultan ou rencontrent
souvent le sultan qui les encourage. C'est avec l'accord du souverain qu'ils ont présenté ce manifeste, puisque déjà dans les années 30, ils voulaient faire du souverain le symbole des aspirations à l'indépendance. Et la réaction des autorités françaises est extrêmement brutale. De Gaulle effectue une visite au Maroc, il se rend à Marrakech, où il rencontre Churchill. Naturellement, il l'avise de sa volonté de briser toutes ces manifestations. Il y a Massigli également, le commissaire aux affaires étrangères, qui vient d'Alger, qui sermonne le sultan et qui lui dit « Le mot indépendance doit disparaître des bouches et des cœurs ». Et c'est l'écrasement des manifestants. Et là aussi, il y a un élément qui me semble important, c'est que dans le contexte français, la 2e DB, la division blindée de Leclerc, c'est le symbole de la libération de Paris. De l'autre côté de la Méditerranée, la 2e DB, ce sont des éléments qui ont écrasé les manifestants dans les rues de Rabat. En Tunisie, Bourguiba, leader du Néo-Destour, qui a été transféré dans diverses geôles, est à l'initiative des Allemands livré aux Italiens en janvier 1943. Ceux-ci, avant que ne survienne leur défaite, espèrent encore son soutien pour leur rallier la population tunisienne. Il était clair donc, à l'époque que les Allemands voulaient utiliser cette libération pour renforcer le sentiment pro-allemand des populations. Donc c'est-à-dire que c'est la France qui vous a emprisonné et c'est moi qui vous libère. Mais ce calcul est déjoué. En prison, Bourguiba a confié à un résistant sa sympathie envers De Gaulle et envers les Anglais, pour qui il serait prêt, dit-il, à donner sa vie et à faire entrer la Tunisie, s'il en avait le loisir, en dissidence aux côtés des Alliés. Ce qui ne l'empêche pas de continuer de prêcher l'indépendance. Le 7 avril 1943, à la radio, il adresse un message solennel au peuple tunisien « Dieu est avec nous dans notre lutte contre le colonialisme barbare ». Le général Giraud a fait destituer le bey Moncef comme ayant pactisé avec les puissances de l'Axe. C'est faux et c'est maladroit. D'autant plus qu'on le fait remplacer arbitrairement par un successeur jugé plus souple, en violation du traité instaurant le protectorat. Le bey chassé devient un symbole de l'aspiration à l'indépendance dont tirent parti les nationalistes. Bourguiba se saisit de son héritage. En Algérie, un manifeste rédigé par Ferhat Abbas est remis au début de 1943 aux autorités françaises et en même temps, geste symbolique, au général Eisenhower qui dirige les troupes américaines. Il y est exigé, citons-le, l'abolition de la colonisation au nom des principes mêmes de la République française, la liberté et l'égalité de tous les habitants sans distinction de race ou de religion, une réforme agraire aux dépens de la féodalité coloniale, enfin la participation des musulmans au gouvernement de leur pays. Pour autant, la protection de la France n'est pas rejetée tant que dureront les hostilités contre l'Axe. Ferhat Abbas et la majorité des siens affichent alors leur confiance en De Gaulle, qui vient de consentir à l'indépendance du Liban et de la Syrie. De Gaulle reçoit Ferhat Abbas, qui lui expose son projet politique, instituer un État algérien démocratique qui serait fédéré avec la France. Il suscite l'intérêt amusé du général qui lui rétorque « De la future République algérienne telle que vous la concevez, vous vous voyez sans doute le président. » Ferhat Abbas lui répond gravement « Je ne puis rien souhaiter de mieux que de me trouver un jour auprès de vous, au nom de l'Algérie, pour accompagner la France. » De Gaulle aura plus tard ce commentaire « Dans la situation terrible où était alors la France, il y avait à résoudre des questions plus urgentes que celle-là. Tout est dit. » Quelles sont dans leurs grands traits les mesures arrêtées par le gouvernement? Des réformes limitées sont offertes en août 1943 sous la responsabilité du gouverneur général Catroux.
Il s'agit de faciliter l'accès des élites musulmanes à la citoyenneté française et à diverses fonctions publiques en rendant l'enseignement primaire plus accessible à tous. Ces avancées chétives ne touchent ni à la domination française, ni à la prépondérance des colons, et l'on reste toujours dans une logique où la France seule accorde des droits, d'en haut, sans négociation aucune, avec les représentants virtuels des musulmans. C'est un simple retour au projet Blum-Violette, élaboré et naufragé au temps du Front populaire. Ferhat Abbas parle de plaisanteries grossières et Quattroux le met en résidence surveillée durant plusieurs mois. Les réformes que Ferhat Abbas demandait arrivaient souvent en décalage par rapport à la réalité. Elles arrivaient avec beaucoup de retard. Ce qu'il réclamait dans les années 20 est proposé dans les années 30. Ce qu'il réclame dans les années 30 va être proposé dans les années 40 et ainsi de suite. Le 14 mars 1944, Ferhat Abbas crée le mouvement des Amis du Manifeste de la Liberté qu'il élargit à la suite d'échanges de vues avec Messaliadj, rapatrié et en résidence surveillée, plus que jamais attaché à l'indépendance. Un troisième partenaire les renforce. Il s'agit des oulémas qui ont joué depuis longtemps un rôle important pour faire évoluer les esprits, notamment dans les campagnes, au service d'une fidélité renforcée à l'islam. C'est une association et son objectif principal, c'est effectivement le retour aux sources, la préservation de la population musulmane du prosélytisme chrétien et de l'acculturation par un retour à l'islam authentique et par la défense de la langue arabe. L'association, par conséquent, a fondé plusieurs écoles dites libres, les médersa en Algérie. On en compte à peu près 600 jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ces médersa ont joué un rôle important, bien sûr, aussi dans la prise de conscience de la question nationale. Cet accord entre les différentes tendances désormais rapprochées se traduit en mars 1945 par la réunion d'un congrès des combattants pour l'indépendance. À la suite de quoi Messaliadj est à nouveau déporté, cette fois-ci au Congo. Son parti, le PPA, décide de défiler le 1er mai pour réclamer sa libération et pour porter haut ses objectifs. À Oran et à Alger, la police et des Européens tirent sur le cortège nationaliste. Il y a des morts, des blessés, de nombreuses arrestations, mais la mobilisation ne faiblit pas. Le 8 mai, la région du Nord constantinois s'apprête à l'appel des Amis du Manifeste et du PPA à célébrer la victoire des démocraties. Il s'agit de rappeler d'un même mouvement à la France et à ses alliés, par des manifestations pacifiques, les revendications nationalistes. À Sétif, la violence éclate lorsque les policiers veulent se saisir du drapeau du PPA, l'emblème qui deviendra plus tard le drapeau algérien. Elle s'étend au monde rural alentour. À Guelma, la brutalité des forces de l'ordre provoque l'émeute et des agressions sanglantes contre les colons. Les civils européens et la police se livrent en retour à des exécutions massives. L'action de l'armée n'est pas moins violente. Dans la région de Bougie, 15 000 femmes et enfants doivent s'agenouiller avant d'assister à une prise d'armes. Le bilan est terrible. Des centaines de morts parmi les Européens, des milliers parmi les musulmans, et des haines inextinguibles. Le véritable fossé, le véritable abîme entre les deux populations européennes et musulmanes s'est formé, s'est creusé à l'occasion de ces événements. Il ne faut pas oublier qu'on est en mai 1945, donc les combats sont terminés et ont commencé à rapatrier donc, les soldats d'Allemagne vers leur foyer d'origine, et beaucoup sont originaires de cette région. Et donc le choc a été pour eux, j'allais dire, violent. Ne retrouvons ni femmes, ni foyers, ni enfants, et évidemment c'était la grosse claque.
Certains rapports soulignent beaucoup de suicides, notamment dans la région de Sétif au retour de ces soldats, si bien les autorités françaises ont décidé de suspendre le rapatriement d'Allemagne vers l'Algérie en mai 1945. Ceux qui étaient déjà partis, c'était trop tard, mais pour les autres, ils sont restés en Allemagne jusqu'à la fin des émeutes. Le général Duval, responsable de la répression de mai 1945, écrira à destination des Pieds-Noirs « Je vous ai donné la paix pour 10 ans. Si vous n'apportez aucune réforme, cela recommencera. » Les Européens d'Algérie, dans leur majorité, se refuseront à toute évolution. À telle enseigne qu'en 1948, les élections du deuxième collège, celui des musulmans, seront truquées délibérément. C'est une fois seulement l'indépendance de la Tunisie et du Maroc acquise et celle de l'Algérie tout près de l'être, après des flots de sang versés, que De Gaulle pourra, le 10 mai 1961, rendre au maréchal Lyautey, à l'occasion du retour de ses cendres depuis le Maroc jusqu'aux Invalides, cet hommage lucide et tardif, et qui sonnera au nom de la France comme un regret, comme un chagrin, comme un aveu. Qu'y eut-il de plus clairvoyant et de plus fort que ce que le maréchal écrivait sur l'ensemble de l'Afrique du Nord en 1920? Il y a lieu de prévoir, disait-il, qu'en un temps plus ou moins lointain, l'Afrique du Nord, évoluée, vivant de sa vie autonome, se détachera de la métropole. Il faut qu'à ce moment-là, ajoutait-il, et ce doit être le but suprême de toute notre politique, cette séparation se fasse sans douleur et que les Africains continuent toujours de se tourner vers la France. Hélas.